1967, aéroport de Bruxelles National. Un Tupolev venu de Moscou amène la délégation officielle soviétique à l'un des plus importants concours de musique au monde. La télévision belge l'attend de pied ferme. Madame, vous êtes l'interprète des violonistes soviétiques? Oui, c'est ça, moi je suis interprète des violonistes soviétiques. Est-ce que c'est la première fois qu'ils viennent participer à un concours dans un pays étranger? Non, pas tout le monde est venu pour la première fois au concours international. Comme par exemple, il y a monsieur Hirschhorn qui a participé déjà au concours international, au concours qui porte le nom de Paganini à Génois. Au total, il y a combien de concurrents soviétiques? Au total, il y a 4 concurrents. Les caméras font immédiatement entrer ces concurrents dans les foyers, et avec eux, la grande musique. Alors, depuis le Conservatoire royal de Bruxelles, la télévision va expliquer le concours. Nous avons tâché de résumer dans un petit tableau didactique, si vous voulez, les difficultés du concours et l'étagement des épreuves. Il y a un premier stade, une première tranche, qui est constituée par les premières éliminatoires. Là, le concurrent doit interpréter successivement une sonate pour violon seul de Jean-Sébastien Bach, dont il ne joue pas nécessairement la totalité d'ailleurs, un concerto qui appartient Mais bien entendu, avant tout cela, avant que toute la série commence, il y a la cérémonie initiale, il y a le tirage au sort. Voilà. Le Français Jean-Jacques Kantorov ouvre le bal. Le tirage au sort est d'importance car on garde son ordre de passage jusqu'à la fin de l'épreuve. Et les candidats ne manquent pas. La reine Fabiola, épouse du roi Baudouin, accorde sa protection au concours. Elle assiste aux demi-finales, auxquelles participeront 24 concurrents échappés de la première épreuve. Un jury impressionnant, règle d'or du reine Elisabeth, prend place. L'imposé des demi-finales, toujours dû à un compositeur belge, participera de la sélectivité de l'épreuve. Un autre passage obligé des demi-finales sera une des 6 sonates pour violon seul d'Eugène Ysaÿe, l'inspirateur du concours. Во-первых, мы стараемся поддержать традиции наших профессоров. Это уже как-то обязывает. И потом естественное напряжение соревнования, творческое волнение. И когда видишь в первом ряду портера такой букет знаменитостей, это, естественно, волнение еще более усиливается. К сожалению, часто напряжение соревнования уничтожает в какой-то мере творческое волнение. И кроме того, очевидно, просто
Сам процесс отбора на конкурс, то, что именно самые сильные из уже достаточно очень высокого профессионального уровня вообще всех наших музыкантов, именно то, что самые сильные всегда направляются на международные конкурсы, и особенно в Бельгию, это откладывает свой отпечаток. Voici les candidats invités à participer à la finale. Hierbij de namen van de kandidaten die zullen deelnemen aan de finale. Dans l'ordre alphabétique. In alfabetische orde. Philippe Hirschkorn. Guidon Kremer. Milanova. Roman Nodel. Uri Pianka. Joseph Rissin. Et Suzuki. Être en finale du Reine Elisabeth, cela implique l'apprentissage en une semaine d'un concerto inédit, nécessitant une mise en loge. Paradis ou enfer, la chapelle musicale Reine Elisabeth, aux portes de Bruxelles, accueillera donc les lauréats deux par deux. Asseyez-vous, je vais vous remettre votre concerto imposé pour monsieur. Vous parlez français, Deutsch, English? Deutsch. Et c'est un concerto, et ça pour mademoiselle. Alors, je vais vous demander de signer l'Ocean Cross. La partie de violon et alors partie de... Здесь это самое. Все понятно. Что это такое? Много нот и черно написано. Черно как ты. Неужели с каденцией? Ну, посмотри. И все. 12 lauréats travaillent dans le recueillement. Chacun dispose d'un confortable studio individuel. Les moments de détente sont rares et précieux. Мой фото, да, ну тоже я договорился, интересно. Так, Est-ce que vous constatez des différences dans leur emploi du temps? Est-ce qu'il y en a qui travaillent beaucoup, d'autres qui travaillent beaucoup moins? C'est chacun... Oui, c'est très différent. Comment sont les soviétiques, par exemple? Ben, ils sont très disciplinés. On les entend pas. Je ne sais pas quand ils travaillent exactement, mais je crois qu'ils travaillent quand même à 5 à 6 heures, pas 7 heures par jour. Les concurrents sont en quelque sorte au secret ici. Bon, c'est-à-dire oui, ils n'ont aucun contact avec le monde extérieur. Ils peuvent bien entendu écrire, ils peuvent recevoir des lettres, mais évidemment pas recevoir de visite, pas de téléphone. La couverture médiatique du concours est exceptionnelle. Aujourd'hui, c'est le grand rendez-vous avec les journalistes et les photographes de presse à la chapelle musicale. Au menu, la rencontre avec les finalistes. Continuez, monsieur, continuez. Monsieur Crémer. Monsieur Crémer. Mais aussi avec l'auteur du concerto imposé, dont l'identité n'est révélée qu'à l'instant même. Victor Leglé, hier aanwezig, ici présent. Voici le auteur du concerto. Un sourire. L-E-G-L-E-Y. Oui. Pardon? Je voulais parler, je suis pas là. Eh bien, notre ami Leglé va nous révéler, n'est-ce pas, le secret et les beautés de son concerto, les qualités et les défauts.
Les défauts, il va les cacher, mais les qualités, bientôt, vous allez les connaître. Les qualités, j'espère qu'il y en aura. Les défauts, j'espère qu'il n'y en aura pas. C'est difficile de dire quoi que ce soit. Ce seront les candidats surtout qui vont le dire. Dès le lundi soir, le public afflue au Palais des Beaux-Arts. 6 soirées se succèdent. Pour le jury aussi, l'épreuve est redoutable. D'abord, il faut dire qu'il n'y a pas de délibération. Chaque membre du jury vote sur 100 points. Et c'est une cote unique. Il n'y a pas de séparation de technique, musicalité, etc. En ce qui me concerne, s'il est vraiment un musicien exceptionnel et ont une très bonne technique, évidemment, il doit aussi avoir la technique, sinon... Oui, bien sûr. On ne peut pas... D'ailleurs, pour ce concours, je ne pense pas que vous ayez vu des premiers prix n'ayant pas de technique. Oui, voilà. Bien sûr. Mais je crois en Je choisirais plutôt le grand musicien qui a une solide technique plutôt que l'acrobate, en fait. Mais au fond, 12 lauréats, n'est-ce pas un peu trop? Le jury devrait pouvoir décider lui-même s'il est nécessaire de donner 10 prix, 8 prix ou 7 prix à des concurrents qui sont sérieux, oui, des candidats sérieux. Parce qu'enfin, il semble évident que toutes les années ne donnent pas une égale moisson. Évidemment. C'est pas toujours la même cuvée. On peut pas avoir tous les 4 ans un Oistrakh ou un Kogan. Non, évidemment. Il faut dire qu'il n'y aurait qu'un seul concurrent exceptionnel. Le concours aurait sa raison d'être. Alors moi, je ne vous cache pas mon enthousiasme. Je trouve que nous nous trouvons ici devant un musicien exceptionnel. Et je crois que parmi les virtuoses internationaux qui passent sur nos estrades au cours d'une année, eh bien, il y en a rarement de cette qualité-là. Parce que dans les diverses œuvres qu'il a jouées, que ce soit dans l'œuvre de Le Glay, où nous avons su les premières... International Reine Elisabeth. Eerste prijs. Grote internationale prijs. Koningin Elisabeth. Philippe Hirschhorn. La proclamation a lieu le dernier soir, après de longues heures d'attente. C'est un rite immuable, pendant lequel la tension accumulée par le public se décharge soudain. Deuxième prix. Prix du gouvernement belge, Eugène Isaïe. Mademoiselle Stoïka Milano. La jeune Bulgare a séduit. Son concerto de Shostakovich a ému. Son maître David Oistrakh lui prédit une belle carrière. Troisième prix. Prix du comte de Launois, président du concours. Monsieur Guidon Kramer. Quelle belle année! La télévision n'a pas eu tort d'être là. Désormais, elle fait partie intégrante du concours.
Félicitations royales, concerts de gala, plus jamais ces lauréats ne seront anonymes en Belgique. Le concours 1967 est fini, l'émotion plane encore dans la salle, mais déjà l'édition suivante se prépare. Bruxelles est bien calme en ce mois de mai 68. Dans ce pays des moyennes et des dérisions, les pavés se soulèvent peu. Le rite du Reine Elisabeth peut reprendre. Pour le public, il est bien connu. Dès les demi-finales, la salle du conservatoire est comble. Mais pour chaque candidat, ce sera une succession de moments uniques qui se graveront dans la mémoire. Mesdames, Messieurs, voici le nom des 12 candidats qui prendront part au final. André de Groot. Elisabeth Leonskaya. C'est écrit à la main, je m'excuse. Katerine Novitskaya. Entendez Ekaterina Novitskaya. Elle a 16 ans et c'est bien jeune pour affronter des virtuoses déjà aguerris. François Joël Thiollier. Mitsuki Ushida. Als eerste pianist deze avond hoort u de Franse François Duchable. Nauwelijks 16 jaar oud. Samen met de Russische pianiste Novitskaya heeft hij de algemene verbazing gewekt. En men kan zich afvragen, hoe is het mogelijk op zo'n ouderdom zoveel reeds te kunnen presteren? Internationale wedstrijden heeft hij nog niet meegemaakt. Hoe zou het ook kunnen op zo'n jeugdige ouderdom? Maar hij begint meteen met misschien wel de zwaarste wedstrijd. Maar hij schijnt het licht op te vatten. Zijn spel is van een natuurlijkheid, een losheid, een soepelheid, een vanzelfsprekendheid, waar tegenover men sprakeloos staat. Ik zal er dan ook verder niet veel over vertellen. U zult hem kunnen beluisteren in het concerto van Liszt. François-René Duchable sera 11e seulement. Mais que de promesses. Comment avez-vous concilié vos études de piano et vos études générales? Ah bien, j'ai travaillé, j'étais jusqu'en 4e en France. Et j'ai ouvert le piano, le solfège, le déchiffrage. En même temps? En même temps. Au lycée, vous étiez? Oui, j'étais dans un cours privé. Dans un cours privé, c'est ça. Et vous faisiez combien d'heures de piano par jour? Oh bien, à cette époque-là, 4 heures de piano par jour. C'est merveilleux d'avoir pu concilier les deux. Mais maintenant, je fais 6 heures, 7 heures. Dans la chapelle, beaucoup plus.
Combien vous avez travaillé à la chapelle? 10 heures, jusqu'à 10 heures de travail par jour. Et quels sont vos projets maintenant? Je vais attendre un résultat d'abord. Et puis je vais peut-être en vacances. Bien. Parce qu'il y a longtemps que je travaille pour préparer ce concours. Plus importante, c'est que j'ai toujours aimé la musique et que je l'adore encore plus que jamais, de plus en plus tous les jours, et que j'ai eu de la chance de pouvoir en faire ma carrière et que ça aille très bien. Je crois que nos grands professeurs ne sont pas les professeurs de piano, mais ce sont les grands artistes de tous les temps, que ce soit dans les arts plastiques, les arts graphiques, les arts littéraires, et pas du tout les professeurs académiciens. Et donc, finalement, je crois que cette culture-là, cette culture générale, est plus importante que la culture musicale. François-Joël Thiollier est mûr. Il osera un Mozart en finale et c'est un risque calculé. Car ce Mozart-là sera de qualité. Thiollier sera classé 6e. Pendant ce temps, à la chapelle, Mitsuko Ushida se prépare. Elle est encore très jeune. Mademoiselle Ushida, vous arrivez de la répétition, votre première répétition. Quelles sont vos impressions? Oh, the orchestra is very good and I feel very, how should I say, very good with the conductor also. It was very good, yeah. But I'm now a little tired from the rehearsal. Ushida ne sera classé que 10e, malgré un superbe Beethoven. Peu importe. Sa carrière se bâtira pas à pas jusqu'au sommet. The great joy, I think, for all of us was the opportunity to be together and to have the wonderful hospitality that we've had here at the Chapelle. The marvelous understanding and marvelous consideration for the artist, and the food was marvelous. We had every opportunity to enjoy ourselves and work in the greatest of comfort. But I think the greatest blessing of all was the ability to be together, the 12 of us, many of us from different lands with different ideas, and having an opportunity to be together, to discuss, to get to know one another, hear each other play. And I'm sure that the friendships that have been made here are going to be lifelong. En pleine guerre froide, les joutes doivent donc rester pacifiques. Elles seront d'autant plus passionnantes qu'un Belge est de la partie. Men zegt dat ik grote handen heb. Ik heb pianisten gezien met veel grotere handen, maar dat wil niet zeggen eigenlijk. Want u hoort het wel, die kleine Russin Novitskaya, die heeft niet zo'n grote handen, maar tenslotte ze doet maar wat ze wil. De heer André de Grote, België. André de Groot se classera 5e. Cet artiste complet fera honneur au palmarès. La radio retransmet en direct les épreuves. Le public vibrera avec son candidat. André de Groot, bent u tevreden over de prestatie? Ik weet het niet. Ik weet er niets van. Echt waar? Ik weet er niets van. U bent niet te moe? Ja, toch. Kapot.
Когда у тебя плохое настроение, тебе хочется о чем-нибудь одном думать, прежде всего нужно всем улыбаться и быть ко всем очень предупредительным. В этом случае люди не будут на тебя обращать столь большого внимания и пытаться вникнуть, в чем же дело, почему, о чем ты думаешь и почему у тебя плохое настроение. Таким образом можно скрыть свои мысли от других. Des 4 candidats de l'URSS, tous lauréats, Leonskaya se classera 9e. Mais la délégation soviétique remportera les 2 premières places. Entièrement issue du conservatoire de Moscou, l'équipe doit faire oublier 1967 car le succès de 2 Lettons formés à Leningrad a, semble-t-il, irrité le Kremlin. Au commencement, il y avait 8 candidats, mais à la fin, il y avait seulement 4. Et ces candidats venaient de toutes les parties de l'URSS? C'était par hasard que tous les candidats étaient de Moscou. Mais comme dans cette année, il y a beaucoup de concours, alors les autres pianistes se présenteront ailleurs. Et c'est le jury qui décide, par exemple, que Mlle Leonskaya, Mlle Noviskaya iront au concours de Bruxelles, ou à celui de Montréal, ou à celui de Genève? Нет. Cette sélection était spécialement pour le concours de la reine Elisabeth. Pour les autres concours, il y a les autres sélections. Grote internationale prijs, koningin Elisabeth. Katerina Noviskaya. Adolescente touchée par la grâce, Noviskaya devra ensuite affronter l'âge adulte et la liberté d'une terre occidentale qui l'accueille sans savoir si elle pourra s'y adapter. La carrière est parfois un verdict injuste. Directeur du Conservatoire de Bruxelles, compositeur de renom, Marcel Poot est à l'époque un président du jury, subtil et efficace. U bent geboren in Vilvoorde, in de Vlaamse stad Vilvoorde. Inderdaad, geboren te Vilvoorde in de maand mei, gelijke uilenspiegen. Ik kan me het woord herinneren van de roman van de Koster, de eerste zin. Die begint zo ongeveer. Quand mai ouvrait ses fleurs aux aubépines. Wat is het hoogtepunt geweest in de tijd dat u voorzitter was van de jury? Ieder jaar heeft zijn hoogtepunt. En 1971 comme en 1967, les violonistes américains sont évincés des finales, mais d'autres candidats prometteurs rivalisent avec les Russes. Vous êtes la candidate favorite du public. Est-ce que vous savez pourquoi? Non. Non, j'essaie de jouer le meilleur que je peux et c'est tout ce que je peux faire. Vous êtes née en Roumanie. Oui. Et avez-vous vécu longtemps là-bas? Non, seulement 2 ans. Mes parents sont partis quand j'avais 2 ans.
Dans le public, l'exaltation est grande car deux compatriotes semblent avoir des chances sérieuses. Rudolf Verten est flamand, à l'aube d'une carrière très active. Edith Volkart est francophone et disparaîtra à la fleur de l'âge. Il terminera 7e, elle sera classée 5e. La préparation dure combien de temps? Je dirais qu'on y pense plusieurs années à l'avance, mais on s'y prend certainement 1 an d'avance très sérieusement, en planifiant tout dans le but de faire le concours, c'est-à-dire tous les concerts et les récitals qu'on accepte, les programmes qu'on monte, les œuvres que l'on choisit de jouer. Tout est axé sur le concours au moins 1 an à l'avance. Ça doit être terrible. Oui, c'est une tension énorme, vraiment presque à la limite des possibilités, je trouve. C'était très 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 dur, d'autant plus que 2 mois avant le concours, on reçoit 2 morceaux imposés de plus. Alors, 1 mois avant le concours, on a le morceau de 10 minutes qu'on devra présenter en seconde éliminatoire, qui est un concerto de musique contemporaine. Évidemment, si on arrive en finale, alors là, on a 8 jours pour faire le concerto imposé. Et tout ça, c'est une tension qui s'accumule et qui augmente au fur et à mesure. C'est tuant, vraiment. J'ai travaillé des 8 heures par jour de violon. Or, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la position du violon est particulièrement tordue. Rien n'est naturel dans le mouvement. On est debout, immobile, ce qui est déjà très désagréable. En plus, on a les bras et les mains tordus dans une position absolument pas naturelle. Et j'avais le menton complètement enflammé. Enfin, j'étais vraiment dans un état liquidé. Jamais le jury n'a rassemblé autant de gloire du violon. Parmi elles, certains virtuoses sont en pleine activité, ce qui tient du miracle. Il y a des années qu'on m'a demandé de venir et malheureusement, j'ai pas eu le temps. Mais cette fois-là, j'ai pris quelques semaines de congé des concerts. Alors, j'ai pensé peut-être venir voir moi-même un concours international, surtout le concours Reine Elisabeth, parce que c'est le concours peut-être le plus renommé. Et je voudrais voir comment les résultats sont décidés pour les candidats et les difficultés que les jeunes doivent passer pour arriver au final. Si vous aviez l'âge de ces jeunes candidats, passeriez-vous un concours comme celui-ci? Jamais. Je n'oserais pas jamais sortir sur la scène devant ces rangs des assassins qui sont là, nous qui entendent. Et c'est difficile. J'ai beaucoup de respect pour les jeunes. Qui peut savoir les enjeux, les angoisses, les peurs qui traversent les candidats avant leur entrée en scène? Andrei Korsakov, élève de Kogan, sera 2e. 2e seulement. Derrière une jeune Israélienne. Comment Moscou le recevra-t-il à son retour? Miriam Fried. Pour la 2e fois consécutive, le concours Reine Elisabeth est remporté par une jeune femme. Et son succès fait sensation. Est-ce que vous espériez ce résultat? J'espérais, mais je ne croyais pas que ça va être comme ça. Je ne crois pas. Et maintenant, quelles sont vos impressions, toutes fraîches? Je suis très heureuse. Formée et installée aux États-Unis, Miriam Fried poursuivra une belle carrière de soliste et de professeur.
le devenir des lauréats, qui n'est jamais garanti, devient un enjeu important. On donne en quelque sorte aux concurrents, aux 12 lauréats en tout cas, aux 12 finalistes, un diplôme de qualité. Ce sont de très bons violonistes. On leur remet leur parchemin et avec ce papier, on leur dit débrouillez-vous, essayez de faire carrière. C'est une belle étiquette. C'est une belle étiquette, mais en quelque sorte, je crois que le concours, nous n'en avons pas seuls les moyens, mais nous devrions, en association et en collaboration avec d'autres, en Belgique comme à l'étranger, essayer de rechercher ce qui pourrait contribuer à un lancement plus assuré de la carrière de ces violonistes et de ces lauréats. À la session piano de 1972, le hasard du tirage au sort emmène à la chapelle un Américain encore inconnu et une jeune candidate soviétique qui déchiffreront les premiers le concerto imposé de Jacques Leduc. Mr. Axe, comme nous avons la chance que vous parliez français et russe également, est-ce que je peux vous demander de poser une question à Mlle Navasardian? Avec plaisir. Et de lui demander donc ce qu'elle a pensé de son arrivée à la chapelle. Vous êtes arrivés ensemble, je crois bien. Oui, les premiers. Nous étions les premiers, oui. Et quelles sont ses impressions? Какие импрессии вы имели? Первый Что мы день? были первые, да. Превосходные. Только превосходные, скажите. On elle dit que c'était absolument seulement magnifique, que tout était agréable. Et le concerto aussi? И концерт тоже. Очень, очень. Oui, Cette fois, c'est une véritable armada américaine qui vient affronter les soviétiques. Joe Alfidi sera troisième, d'autres seront moins heureux. James Tocco terminera 8e, immédiatement derrière Emmanuel Axe. Leur carrière à tous deux leur fera oublier cette déception. Quant à Jeffrey Swan, il semble incarner à lui seul l'image que l'Europe se fait de l'Amérique. Il est souriant, naturel, plein d'aplomb. La victoire lui échappera de peu. Maître Brailovsky, constatez-vous une évolution dans le jeu du piano? Je veux dire, est-ce que les jeunes jouent différemment? Pour dire la vérité, ils jouent différemment. À moins qu'ils aient une personnalité très marquée, ils s'occupent trop de la vitesse, du côté technique. Philosophiquement, je pense que ils vont devenir plus jeunes de plus en plus et je pense un peu plus près du texte et ils vont infiniment impressionner le public prochain. Certes, les tempos s'accélèrent, la technique parle haut et fort. Pourtant, en couronnant Afanassiev, le concours ne récompense pas une machine à jouer, mais une personnalité hors norme. Eerste prijs. Grote internationale prijs. Koningin Elisabeth. Valérie Afanassievna. Valérie Afanassiev est surpris de son succès. Bientôt échappé du RSS, ce Pierrot lunaire se penchera dès le début des années 80 vers la littérature. Mais pour l'heure, il ne songe qu'au moment présent. Ça signifie pour vous ce premier prix? Tout. Le public conteste rarement le palmarès. Il peut regretter la 9e place d'un Cyprien Katsaris, aurait voulu David Lively mieux placé encore, mais c'est la loi du concours.
Tout va donc pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et cependant, l'évolution du paysage musical ne fait pas que des heureux. Il y a trop de concours. Beaucoup trop de concours internationaux et dans lesquels on retrouve d'ailleurs une grande partie des concurrents, toujours les mêmes. Pourquoi toujours les mêmes? Eh bien, parce que c'est devenu, je n'ose pas dire, non, je ne devrais pas dire une industrie, mais c'est un peu ça, les concours maintenant. Mais le candidat, lui, n'a pas tort de se représenter, éventuellement. De son point de vue, il n'a pas tort, non, parce qu'il risque d'avoir un prix. Et c'est tellement important d'avoir un prix de nos jours pour pouvoir faire un pas plus avant? Non, je ne trouve pas. Ça peut aider quelqu'un, oui, d'accord. Mais à chaque concours, il n'y a pas des génies à chaque concours, comme on le dit. Pas, ce côté compétition sportive, ça n'a pas quelque chose qui vous dérange? Ça devient sportif, justement, ça devient tout à fait sportif. Chacun a son petit papier dans la salle, un transistor pour écouter ce que disent les critiques musicaux à l'entracte. Alors, en résumé, disons que vous seriez favorable à des concours, pas trop. Mais je veux dire qu'il n'y ait pas 50 ou 60 concours par an. Comme il y a certainement maintenant, je n'ai pas fait le... Oui, bien je ça. n'ai pas décompté, Oui. mais en donc, à quelques concours, mais avec une formule différente. Oui, tout à fait différente. Une certaine grogne gagne le terrain des années 70. Faut-il des concours? La suprématie soviétique des dernières années ne va-t-elle pas lasser? Faut-il encore des imposés inédits? Peuvent-ils suivre l'évolution de la musique contemporaine? Si oui, le font-ils en conservant leur vocation de sélection? Et sinon, peuvent-ils être autre chose qu'un morceau de technique destiné à l'oubli? Alors ça commence assez mal pour nous. Il y a deux espèces de gammes arpèges aussi assez maladroites. La première va déjà, mais la deuxième pas. C'est vraiment, je crois, chercher la difficulté pour la difficulté. Enfin, c'est pas tout, c'est un concerto de concours. Oui. Pour vous, c'est quand même une belle musique, non? Bah... C'est un concerto qui vous a été commandé par le concours. Oui. Oui, bien souvent, n'est-ce pas, les gens se trompent. Ils s'imaginent, comme c'est le cas pour la seconde éliminatoire, qu'on procède par concours de compositeurs. C'était le cas pour la seconde éliminatoire. Mais ceci, pour le final, c'est une composition commandée par la direction. Or, celui qui était la victime cette année-ci. Oui, c'est le mot. Le vainqueur du concours est de nouveau un soviétique. Avec lui, le premier concerto de Tchaïkovski remporte une 3e victoire consécutive, cette fois dans un style résolument athlétique. Ce soir-là, Yuri Egorov pense à fuir. Il attendra encore un an, puis entamera une fulgurante ascension. La mort le fauchera trop tôt.
le malaise ne se dissipe pas en 1976. Comme celle de Mikhail Faherman, la carrière occidentale de Mikhail Bezverkny se heurtera à l'insuccès. La session paraît grise, tendue, à la recherche d'un vent nouveau. Désormais, l'Union soviétique boycottera le concours, devenu pour ses représentants un aller simple vers l'Occident. La compétition n'en sera que plus ouverte. La télévision diffuse à partir de 1978, intégralement, en direct, les 6 soirées de finale. La session est disputée. C'est un jeune Libanais, fin comme l'ambre, qui crée la sensation. Je cherche la perfection continuellement. À chaque fois d'ailleurs que je fais quelque chose, je suis très mécontent parce que je n'arrive pas à faire quelque chose de parfait. Elbachan est encore très très jeune. Il a une maîtrise absolument stupéfiante de lui-même, surtout de lui-même, je pense, parce que la maîtrise de son instrument, la maîtrise de son matériel musical vient de là, vient simplement de l'empire qu'il a sur lui-même. Il est maître de lui comme de tout l'univers auquel il se frotte. Il est impossible de savoir ce que ce garçon deviendra, mais nous avons beaucoup de chance de vivre en un siècle où ce pianiste-là existe. Le public avait beaucoup apprécié d'autres concurrents, comme Grégory Allen, Brigitte Angerer ou Robert Grolot. Mais le succès d'Elbachan fera l'unanimité. Les regards se tournent plus à l'est encore 2 ans plus tard. Une lauréate japonaise emporte tout sur son passage, prenant la mesure d'un favori américain, Peter Zasowski. L'Occident semble confier son héritage à l'Orient, comme un maître qui confierait un héritage à son disciple. Mesdames, Messieurs, je déclare le concours terminé. Mevrouw, dames en heren, ik verklaar de concours voor beëindigd.
Le concours a perdu Marcel Paute. Son successeur sera Eugène Traille. Mais au rang des personnages attachants, un jeune candidat français va faire de l'édition piano de 1983 une session pas comme les autres. Pierre Volonda a 20 ans. Il est venu au concours contre l'avis de ses professeurs. Il intrigue, fascine, irrite. Mais lorsqu'il joue, c'est le silence. Un silence écrasant. Premier prix, Grand Prix international Reine Elisabeth, prix de la Reine Fabiola. Pierre Volonda. Je sens évidemment une joie très profonde, mais surtout je dois dire une chose capitale, c'est que je savais que j'allais gagner ce concours. Comment? En y croyant fortement et en croyant que cela allait arriver. Je suis parti avec un moral très très élevé, de telle sorte que le trac a été aboli de toutes parts et que j'ai réussi, c'est tout. Mais je dois dire avant tout que le travail a disparu parce que j'ai avant tout voulu réinventer la musique sur le moment, et c'est le but de mon art. Devançant des pianistes de très haut niveau, dont deux, Boyan Vodeničarov et Daniel Blumenthal, s'installeront avec succès en Belgique, Volonda a connu des lendemains de concours difficiles. Mais tous ceux qui ont vécu cette soirée de mai 1983 et qui ont eu ce soir-là un grand coup de cœur pour le piano ne l'ont pas oublié. Les sessions de violon connurent alors des fortunes diverses. Le Taïwanais Nai Wan-Hu fut un vainqueur fugitif que l'on ne revit plus guère. En revanche, en 1989, l'Est se rouvre. Et si la glasnost a peu de sens en matière violonistique, il est clair que la Russie demeure un creuset de talent hors du commun. Tsakhar Bron, modeste 12e lauréat en 1971, envoie un jeune élève âgé de 17 ans. Il jouera le premier soir. À son accord final, les dés paraissent jetés.
2 ans avant Répine, l'édition de piano 1987 avait révélé un autre Russe déjà installé alors en Allemagne. Extrêmement talentueux, Andrei Nikolsky disparaîtra prématurément dans un accident de la circulation. De session en session, le concours donne davantage de place à la musique de chambre et à ceux qui la pratiquent le mieux. En 1991, le temps n'est pas aux paillettes de la virtuosité. C'est l'amitié de 3 excellents musiciens qui se cristallise au gala de clôture. Les demi-finales au conservatoire deviennent ainsi, progressivement, un lieu où l'on trouvera les moments de musique les plus précieux. Dans sa communion avec Beethoven, Marcus Grau gagnera déjà une grande part de ses lauriers de 1995. Son évolution la plus radicale, le concours Reine-Élisabeth l'introduira en 1988. Tous les 4 ans, désormais, le chant vient s'insérer entre le piano et le violon. Les grandes figures de l'opéra en Belgique, José Van Damme, Gérard Mortier, Jules Bastin, y sont pour beaucoup. Au château de la Hulpe, près de Bruxelles, des masterclass sont dispensés aux demi-finalistes qui n'ont pu accéder au final par des membres du jury. Cette habitude s'implantera solidement et est devenue un élément essentiel du concours. I tell you why, because you are still trying to sing according to the way it's easier for you above the line. Come on, I've discovered what the problem is. Right? Au reste, le règlement s'inspirera du fonctionnement traditionnel de l'épreuve, voulant laisser émerger des artistes complets au travers du lied, du chant baroque et du chant opéra, sans toutefois d'imposer en finale ni de mise en loge. La rouge fleur des blés s'incline et les oiseaux, ce sont 2 images différentes et vous les chantez avec la même couleur. L'épreuve de chant sera discutée. Les solistes idéaux pour Monteverdi peuvent-ils être convaincants dans Donizetti ou Hugo Wolf? La brillante victoire d'Agavinska en 1988 put laisser croire à des jours immédiatement heureux. Thierry Félix, en 1992, paraissait également mûr pour une grande carrière, reléguant une Cristina Gallardo-Domas dans les places d'honneur. Par petites touches, le concours de chant trouva cependant sa voix et son public. En 1996, le Palais des Beaux-Arts s'enflamme pour les premiers lauréats. sempre io ti perdei, fior d'amore, oh mia speranza, alla vita che m'avanza sarà piena, sarà piena.
Eerste prijs. Grote internationale prijs Koningin Elisabeth zang 1996. Prijs Koningin Fabiola. Steven Salter. What are your impressions? Oh, très. C'est le plus beau jour de votre vie? Oh, oui, I'm ecstatic. I'm so happy. Very, 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 very happy. Dans les années 90, c'est donc pratiquement à chaque printemps que le concours occupe le devant de l'actualité. La japonaise Yayoi Toda remporte le concours de violon en 1993. Le jeune homme qui lui succède possède des dons exceptionnels qui lui permettent aussi bien d'aborder les questions techniques avec maestria que de faire chanter son violon en toute pureté. Grâce à une fondation privée japonaise, le premier lauréat du concours de violon reçoit en prêt, pour 4 ans, un Stradivarius. C'est une aide inappréciable. Cette année-là, la fraternité du concours, chère au président du jury Harry Van Lisebeth, s'exprimera d'une manière tout à fait inattendue grâce à un de ses lauréats, Yaako Kuusisto, qui par une petite composition griffonnée à la chapelle, donne au concours un de ses grands moments d'émotion. En 1999, le monde entier célèbre le 150e anniversaire de la mort de Chopin. Vitaly Samoshko en fait un jalon de son très beau parcours. Avec son ami Alexandre Guindin, brillant deuxième lauréat, Samoshko a donné au conservatoire un véritable récital. Même si pour 12 des 24 qualifiés, elle représente un point d'arrêt, les demi-finales devant les caméras de la télévision n'apparaissent plus comme une épreuve éliminatoire. Dans le cœur du jury, dans le cœur du public, elles font partie intégrante du concours. Mais c'est le retour de l'école russe? Вы первый гимназист, что возвращение русской школы? Не знаю. Je ne sais pas. Alors, est-ce que là maintenant... Pourquoi le retour? Certes, quand il y a eu absence, on peut parler de retour. Mais la question de Samoshko ne pourrait-elle se rapporter à toute l'histoire du concours? En 1937, la Fondation musicale Reine-Élisabeth organise un grand concours international de violon. C'est un raz-de-marée russe. Les 5 candidats envoyés par l'Union soviétique se classent dans les 6 premiers, avec à leur tête un empereur, David Oistrakh. Le concours Isaïe préfigurera tous les grands concours internationaux. Il peut compter sur un orchestre d'élite, emmené par un grand chef,
Franz André, disciple de Weingartner, et sur un jury incomparable déjà. Seul manquait encore la mise en loge et l'imposé inédit. Zum Erst, ich erinnere sich, wir waren viel jünger wie jetzt. Ja. Das ist die erste Erinnerung. Dann, das war ein von ersten großen internationalen Wettbewerben, in welchen hat begonnen diese große Freundschaft zwischen jungen Musikern und der ganzen Welt, von verschiedenen Ländern. Jean Absil compose le premier concerto inédit en 1938. Le patronyme d'Isaïe porte désormais aussi sur un concours de piano. Un candidat soviétique l'emporte haut la main. Мое участие в этом конкурсе меня очень вдохновило, и я, кроме всего этого, имел возможность всесторонне себя показать. La mise en loge des candidats est réglée de manière royale. Et c'est la reine et le roi Léopold III qui nous a accueillis 8 jours chez eux, mais vraiment en toute intimité. J'ai des souvenirs vraiment charmants de cette intimité. Nous avions alors Guy Lels, Flier chez les Russes. Nous avions Benedetti, Michelangeli chez les Italiens. Nous avions Muralim Pani, Mary Joston. Et je dois dire que dès que nous sommes arrivés là, le premier jour, Sa Majesté nous a demandé ce que nous préférions, s'il nous manquait quelque chose, avec une sollicitude, une bienveillance, une amabilité qui est inoubliable. Reste que 2 écrasantes victoires soviétiques en ce temps-là devaient susciter des interrogations. Les Belges, à une exception près, se sont médiocrement comportés. La reine Elisabeth décide alors, avec l'aide d'un financier, Paul Delaunoy, et d'un musicien entreprenant, Charles Oudret, de fonder une école supérieure où de jeunes virtuoses quériront la maîtrise de leur art. La chapelle musicale sera directement inspirée du modèle soviétique. La guerre et ses avatars lui seront presque fatales. En 1951, la page de l'après-guerre se tourne. On peut à nouveau songer à la musique. Le concours Isaïe renaît sous la direction du fondateur des Jeunesses musicales, Marcel Cuvelier. Il obtient de la reine Elisabeth qu'elle donne son nom à l'épreuve. 2 Russes vont prouver que l'histoire se répète. Léonid Kogan est impérial dans Paganini, son dauphin Michael Weimann lui est presque égal. Ils remporteront les 2 premières places. La chapelle a rouvert ses portes pour l'occasion. Avec le comte Paul Delaunoy, président du concours, la reine Elisabeth y procède à la remise des prix. Bien sûr, l'alternance des épreuves est reprise, mais le concours de piano se fera sans les soviétiques. Kogan s'est répandu dans la Pravda à propos du concours, de la Belgique, de l'Occident, d'une manière qui, en ces temps troublés, est inacceptable. Moscou et le concours sont fâchés. Alors, on fera comme si les soviétiques n'avaient jamais existé. À la chapelle musicale sont entrés en loge les 12 finalistes de la session de piano 1952 du concours musical international Reine Elisabeth. Notre objectif a surpris Janine Kinney, Belgique, Franz Bro, Belgique, Lawrence Davis, Australie, Maria Tipo, Italie. Une semaine est allouée aux finalistes pour étudier de mémoire le concerto inédit à exécuter avant le concerto de leur choix. Voici à l'œuvre le français Philippe Entremont dans le concerto de Rachmaninoff. Enfin, un fragment du concerto en ré de Brahms, interprété par l'américain Léon Fleischer.
Léon Fléchet remporte le premier prix. Il deviendra une grande figure du monde pianistique. Avec Kogan, il a mis le Reine-Élisabeth sur des rails. L'aventure peut continuer. Ce que nous pouvons dire du concours, car je ne peux pas encore dire grand-chose puisque le concours n'est pas encore fini, c'est que cette année-ci, le niveau artistique du concours Reine-Élisabeth a été extrêmement élevé. Et si, il y a 4 ans... La bouderie n'a pas duré. 1955 voit déjà le retour des Soviétiques. La concurrence est rude. Oistrakh a envoyé son meilleur élève, Sitkovetsky, mais les Occidentaux comptent bien défendre leur chance. Premier, M. Senovski est Pour Oistrakh, la déception est cruelle. Pour les États-Unis, gagner ce concours de violon est en revanche un succès formidable. Le match Amérique-Union soviétique est lancé. Ce match, la reine Élisabeth le veut pacifique, à l'abri de toute récupération politique. Lorsqu'elle rend visite à la chapelle en 1956, elle n'a que des motifs de satisfaction. Ashkenazi est très jeune, il a 19 ans. Le soir de la finale, il se révèle définitivement au public. Indiscutablement, c'est un grand pianiste de demain que le millésime va couronner. En ce temps-là, les principaux ministres du royaume assistaient à la remise des prix à la chapelle. Achille Van Acker et Paul-Henri Spaak félicitent ainsi chaleureusement Ashkenazi. Op het vliegveld te Moskou wacht men op de aankomst van het vliegtuig dat koningin Elisabeth naar de Sovjet-hoofdstad brengt. Een aantal personaliteiten zijn aanwezig om de koningin te verwelkomen. Onder hen de heer Organov, vicepresident van het presidium van de opperste Sovjet, evenals de componist Shostakovich, voorzitter van het inrichtencomité van de internationale Tchaikovsky-wedstrijd. Het is tot het bijwonen van deze wedstrijd dat koningin Elisabeth als eregaste werd uitgenodigd. Monsieur Leonara, vous êtes espagnol, vous avez 22 ans. Que pensez-vous du concours Reine-Élisabeth? Mérite-t-il sa réputation de plus ardue dans son genre? C'est certainement le concours le plus difficile qu'il y a, même un peu trop difficile. Le programme est un peu trop chargé, alors on est tellement fatigué, énervé à la fin que je crois qu'on ne peut pas donner tout ce qu'on voudrait, enfin, du point de vue musique, artistique. En ce qui concerne le Milo, je trouve personnellement très difficile de pouvoir justifier l'esprit et la valeur rythmique de ce morceau en 8 jours. Le concert royal inédit de Darius Milhaud, trop long et trop difficile, fit beaucoup parler de lui. What do you think about the concert of Darius Milhaud? Very difficult. Do you think also it's a concert against the violin rather than a concert for the violin? I'm afraid so, yes. Le soir de la proclamation des résultats, la grande salle du Palais des Beaux-Arts est archi-comble. Le jury, où l'on retrouve les plus grands interprètes du violon, a pris place sur le podium, applaudi par une foule de mélomanes. Le président de ce jury proclame le palmarès. Grand prix Reine-Élisabeth, Jaime Laredo, un Bolivien de 18 ans. D'un seul coup, pour ce jeune virtuose, c'est la gloire. Mais le délire du public ne lui fait pas oublier son professeur Ivan Galamian, qui a siégé au jury. Quelques instants plus tard, le premier lauréat est félicité par la reine Élisabeth, qui est présente à la proclamation comme elle a assisté à toutes les épreuves. Le russe Albert Markov, brillant second, reçoit à son tour les félicitations royales. Heureux d'une tâche bien remplie, les 12 finalistes entourent l'inspiratrice du concours. Le Reine Élisabeth fait de Jaime Laredo un héros national. C'est un autre Américain, du Nord cette fois, qui marquera l'édition de 1960. Malcolm Frager sera un des pianistes les plus marquants de sa génération.
Il donne du concerto imposé de Marcel Pauthe une version magnifique. Mais dans sa finale, aussi bien qu'au gala, il joue un Russe, Prokofiev. Orkestleider Frans André en het Nationaal Orkest van België delen terecht in de triomf van de Amerikaanse klaviervirtuoos Malcolm Frager, die wordt toegejuicht door de vorsten. Et à présent, attention à l'orthographe. Achtung voor de spelling. Zarius Sigmurseva. Semyon Snitskovski. Marcel Pauthe préside désormais le jury. Le concerto imposé sera l'œuvre d'un grand ancien, Léon Jongen, compositeur réputé comme son frère Joseph Jongen, disparu 10 ans plus tôt. C'est le crépuscule brillant d'une génération dont les rangs se resserrent. La santé de la reine Elisabeth a subitement décliné. Elle est très affaiblie. L'affection qui lui est portée n'a jamais été aussi tendre. Un jeune soviétique va venger Sitkovetsky et Markov en cette année 1963. Il s'appelle Alexis Michelin. Malgré les qualités de son compatriote Snitskovski et de l'américain Arnold Steinhardt, il sera bel et bien le meilleur et le plus émouvant. Les radios étrangères, qui retransmettent les meilleurs moments du concours, se chargent d'en témoigner aux 4 coins du globe. Indessen diskutieren die Zuschauer leidenschaftlich die Verdienste. Oui, Persinger. Archer de Grumio. Every member of the audience is making some selection. Vraiment un moment extraordinaire, mais la délibération doit être terminée parce que le public vient de rentrer dans la salle. Il est d'ailleurs tourné tout entier vers la loge royale et il applaudit frénétiquement la reine qui vient de regagner sa loge. Chaque année d'ailleurs on rend ainsi un même hommage à la grande inspiratrice de ce concours. L'enthousiasme est immense, mais écoutez vous-même, écoutez. D'ici même, je peux apercevoir l'émotion sur le visage de la reine. Ces remerciements la touchent profondément parce que cette grande dame de la musique est aussi une femme au grand cœur. Mais la reine vient de se rasseoir, le public d'ailleurs s'installe et dans quelques instants, c'est le grand moment, l'annonce va être faite. Vous allez l'entendre avec moi. Voici les résultats. Grand Prix international Reine Elisabeth de Belgique. Alex Michelin. C'est Alex Michelin, le jeune russe que vous avez entendu tout à l'heure. Il y a le voilà qui arrive, le secrétaire du jury l'entraîne. Il est terriblement ému. Les photographes s'emparent de lui, il a l'air bouleversé. Au gala, sous la direction d'André Kleutens, Michelin joue le concerto composé par Shostakovich à l'attention de son professeur, David Oistrakh. Il y est bouleversant. Mais lui ne quittera pas l'URSS et l'Occident se verra contraint de l'oublier.
La reine Elisabeth continuera à soutenir son concours au bout de ses forces. Il lui est encore donné d'assister à l'épreuve de 1964. Le succès d'un tout jeune pianiste, Evgeny Mogilevski, lui semble une cure de jouvence. La télévision s'implante de plus en plus dans la vie du concours et commence à déployer des trésors d'imagination pour filmer les répétitions. Mais elle n'a pas encore accès au final. La lourdeur des caméras, les besoins en éclairage heurtent les autorités du concours. Tradition et innovation prendront le temps de s'apprivoiser et de s'appuyer mutuellement. En attendant, un jeune homme âgé de 17 ans, Jean-Claude Van den Eynden, défend les couleurs nationales en finale et s'essaye au pronostic. Je pense pour ma part que ce serait Nikolai Petrov qui serait le vainqueur. Uzelf, geeft u zichzelf een kans? Ça, je ne sais pas. Jean-Claude Van den Eynden. Troisième classé, Van den Eynden, passé dans les mains d'Eduardo Del Pueyo comme tant d'autres excellents pianistes belges, sera par après son successeur au Conservatoire de Bruxelles. Eugène Mogilevski. Mogilevski a vaincu avec le 3e concerto de Rachmaninoff, qu'il enregistrera plus tard avec Kondrachine. Sa carrière se fera à l'Est jusqu'au début des années 90, avant son installation en Belgique. Jusqu'au bout, la reine Elisabeth aurait été fidèle à elle-même et au devoir que lui dictait la musique. À son décès, l'année suivante, les messages personnels afflueront au Palais Royal. De nombreux grands musiciens déclareront ce jour-là se sentir orphelins. Une fois établie la musique nous ouvrait toutes les autres portes. Les portes sympathiques, les attitudes envers d'autres humains, envers la vie, envers les difficultés. Et dans chaque exemple, la reine donnait toujours un exemple justement de droiture, de tolérance, de bonté et de fermeté. Une combinaison extraordinaire, parce que souvent on a des personnalités très fortes qui sont brutales. D'autres fois on trouve une tolérance qui n'a pas de puissance. Mais dans cette personne royale, à vrai dire, il y avait un équilibre extraordinaire. La musique était pour Élisabeth de Bavière une racine, une fondation, une source. Dès son enfance de princesse de conte de fées, elle l'avait pratiquée avec acharnement. Cette discipline, avec ce qu'elle comporte d'humble et de répétitif, l'avait forgée et était pour quelque chose dans la flamme qui brillait au fond de ses yeux. La reine était vraie pour elle-même, et elle était vraie pour les autres. Elle était vraie pour elle-même, c'est-à-dire qu'elle avait une fois pour toutes établi le devoir comme règle de conduite, et cela l'amenait, dans son métier, comme disait le roi Albert, à vivre uniquement pour son pays. Elle était vraie pour les autres. Elle voulait absolument que l'interlocuteur soit pour elle un prochain qu'elle cherchait à comprendre. Devenue belge par son mariage avec le prince Albert, puis reine au décès du roi Léopold II, Élisabeth rencontre au début du siècle le plus grand violoniste belge de tous les temps, Eugène Ysaÿe. Ysaÿe est au sommet de sa gloire. Élisabeth et lui deviennent amis.
la reine aime tendrement ce monstre sacré qu'elle photographie sur les plages de la mer du Nord. Pour moi, c'est comme un pèlerinage quand je viens ici, car Isaïe était, si j'ose dire, une des influences décisives. Dans votre carrière? Dans ma formation. Je l'ai entendu pour la première fois, je crois, en 1905, quand il était encore jeune. Pour moi, adolescent, il semblait un vieux monsieur, n'est-ce pas? Cet homme vital, cet homme magnétique, et dont le jeu est resté unique à travers les âges. C'était un interprète, un reproducteur, pour ainsi dire, mais qui prenait figure de créateur, tant il était unique dans son rayonnement. Mais Isaïe n'est pas éternel. Son décès en 1931 inaugure une période sombre. Le roi Albert meurt en 1934, la reine Astrid l'année suivante. Le concours Isaïe aura donc été pour la reine à la fois un hommage personnel et une manière de revivre en musique au contact de l'éternelle jeunesse. En s'associant à un art constamment vivant, Élisabeth de Belgique sera infiniment d'aujourd'hui. Quant au devenir des musiciens, il leur appartient, malgré toutes les aides que le concours peut leur apporter. Ce sont là les risques et la beauté de leur métier. The one thing which is really decisive is the great message. These works, the great works, of course, all have an important message. Otherwise, they wouldn't be alive 200 years. And still create the same emotions in everyone who listens to them. That is the point. And of course, if we hear someone who does have that, and actually, while you can learn many things, you have to be born with it. The real depths, the surge, the understanding, the ability to inside connect what a composer says is something that you can only learn to a certain point. But then that elusive word, which is called inspiration, takes over. And that you have to be born with. And when we hear someone like that, of course we are elated. That's what we are looking for. That's what we are excited about. That's what one goes to a competition for.